Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Snoop Dogg est passé du personnage de gangster californien à quelqu'un qui fait de la pop ou de la musique pour enfants. Alors ouais, il y a l'argent, le fait qu'il n'allait pas se faire passer pour un gangster jusqu'à ses 50 ans, mais ça va un peu plus loin que ça. Il y a un événement majeur dans sa vie qui l'a fait abandonner toutes ces conneries gangsters, et c'est son procès pour meurtre. Tout commence le 20 octobre 1971 dans les quartiers sud de Los Angeles, plus précisément à Long Beach, lorsque Calvin Cordoza Brodu Jr. naît. Son père est un chanteur et vétéran du Vietnam. Il ne va pas le connaître durant son enfance puisqu'il quitte le domicile lorsqu'il est âgé de 3 mois. Lorsqu'il est plus jeune, il est connu pour être quelqu'un de curieux qui fouine partout et qui adore le dessin animé Snoopy, ce qui lui vaut le surnom de Snoop, donné par sa mère. Il est très tôt plongé dans la musique à travers l'église, puisqu'il y chante mais aussi joue du piano à l'âge de 10 ans. C'est ainsi qu'une passion naît et qu'il se met au rap en rentrant au collège jusqu'au lycée. Très rapidement, il se fait une réputation en étant considéré comme l'un des meilleurs artistes à venir de Long Beach. Il y fréquente le lycée polytechnique de Long Beach et trouve un emploi dans une petite épicerie. Très rapidement, il se rend compte que ça fait pas trop d'oseille, donc il se met à vendre de la drogue à l'âge de 15 ans. Petite anecdote cool, dans son lycée, il y avait une certaine Cameron Diaz à qui il a vendu de la bœuf. À cause de cette implication dans la vente de drogue, il enchaîne les allers-retours en prison pendant 3 ans. Dans la même période, il rejoint dans la foulée les Crips, et plus précisément les Rollin' 20 Crips. À ses 18 ans, il y retourne encore pendant une année complète, cette fois-ci après avoir vendu de la drogue à un policier sous couverture. Ce moment de sa vie va même inspirer une scène qu'il jouera plus tard dans le film Training Day. Crack. 20 bucks? Crack? Yeah. Smell like bacon in this motherfucker. What, I look like a sucker to you, nigga? Fuck you, rookie. Yo! Une fois sorti de prison, un autre événement a lieu et le pousse définitivement à se lancer dans la musique. Sa maison est fusillée et une balle se loge juste au-dessus de la tête de sa mère. C'était le réveil dont Snoop avait besoin car sa vie n'avançait plus. Il se lance donc dans la musique en créant le groupe 213 avec son cousin Nate Dogg et Warren G, en référence à l'indicatif de Long Beach, pas celui de l'Algérie. Dans les années 90, grâce à ce groupe, il fait la connaissance d'un certain Dr. Dre qui se trouve être le demi-frère de Warren G. Snoop va donc freestyle pour Dre qui va immédiatement accrocher. Et en 1992, il lui donne son premier coup d'exposition en lui laissant réaliser un morceau pour la bande-son du film Deep Cover. À partir de là, Dr. Dre prend Snoop Dogg sous son aile et le signe dans son label fraîchement créé avec Suge Knight que vous connaissez tous, Death Row Records. Mais ce n'est pas tout puisque Dre l'inclut également dans son album The Chronic. À cette période-là, le côté Ouest est en plein essor après le succès de NWA qui a créé et popularisé le gangsta rap. Un nouvel engouement se crée autour de Snoop Dogg qui va participer à la popularisation de la G-Funk. La G-Funk est un genre unique qui mélange le côté gangsta rap des lyriques et les sonorités funk à travers le sample, l'utilisation, bref. Tout ça, ça va définir le son de la côte Ouest encore à ce jour. Il était temps pour Snoop Dogg de prouver son talent avec son album Dogg Style. Mais alors qu'il travaillait dessus, le rappeur se fait arrêter pour meurtre le 4 septembre 1993. Le 25 août 1993, Snoop Dogg est impliqué dans une altercation avec Philippe Wooldamariam dans un parc aux alentours de 19h20. Bien que les deux soient des Crips, ils appartiennent tout de même à des sets différents. Pourtant, les deux semblent se connaître puisque dans le passé, Philippe aurait déjà menacé le rappeur et comme si ça ne suffisait pas, il venait d'être libéré de prison après avoir tiré sur le terrain d'une école. Ce jour-là, l'altercation aurait commencé lorsque quelqu'un de l'entourage de Snoop a fait des signes de gang à Wooldamariam, ce qui l'a énervé. Les deux groupes vont à nouveau se retrouver plus tard dans la journée à Woodbine Park. Cette fois-ci, Philippe se serait approché de la voiture où se trouvait Snoop et son entourage en sortant son arme. Sauf qu'il n'aura pas le temps puisque le garde du corps lui tire dessus à 5 reprises et le tue sur le coup. Après ça, Snoop au volant va décider de s'enfuir et sera en cavale pendant près d'une semaine. Mais en réalité, Snoop voulait immédiatement se rendre à la police, ce qui n'était pas le cas de Suge Knight qui était son manager. Suge voulait profiter de cet incident pour promouvoir la sortie de l'album de Snoop Dogg. For me to make this dude the most hottest artist in the world, people gotta see him. So I know we taking up his chance. C'est donc comme ça qu'il s'est arrangé pour que le rappeur remette une récompense à la télé alors qu'il était recherché pour meurtre. And the winner is En Vogue.
Suge avait aussi concocté un plan pour que Snoop se rende à la police calmement après la cérémonie, mais aussi pour le faire libérer presque instantanément après, en payant sa caution à $1 million. Alors libéré, Snoop a maintenant le temps de se préparer pour le procès qui survient près de 2 ans après le meurtre. Entre-temps, 3 mois après l'incident, il sort son album et c'est un succès colossal. Le projet fait évidemment polémique car le rappeur est accusé d'utiliser son affaire pour le promouvoir, mais aussi de faire l'apologie de la violence tout en s'enrichissant grâce à ça. Dedans, on y retrouve le fameux Murder Was the Case. Dedans, il raconte une histoire plus ou moins similaire avec son affaire en cours, sauf que cette fois-ci, il meurt dans la fusillade. Tout ça, ça nous fait penser à YNW Melly et son morceau Murder on My Mind qui a explosé après qu'il soit occupé du meurtre de ses 2 meilleurs amis. Sauf que Snoop, lui, va aller encore plus loin, vu qu'il va accompagner la sortie du morceau avec un mini-film. Dedans, on y retrouve Snoop Dogg qui se fait tuer par des membres de gangs rivaux après une altercation. Snoop ressuscite après avoir passé un pacte avec le diable pour revivre la scène. Cette fois-ci, il avait l'avantage dans la fusillade, mais alors qu'il allait porter le coup fatal, il se fait arrêter par la police. Ce film va beaucoup aider Snoop dans son affaire de meurtre, car dedans, il se positionne comme étant la victime et agissant en self-défense. Il performera plus tard le morceau à la télé et finira en proclamant également son innocence. Quelques mois avant le procès, Snoop fait à nouveau parler de lui. Alors que l'intensité du clash entre Tupac et Biggie ne fait qu'augmenter, Snoop lance officiellement la guerre entre les deux côtés. Son procès débutera enfin le 23 octobre 1995 et son avocat est le fameux Johnny Cochran. Cet avocat est connu parce qu'il a réussi à faire innocenter O.J. Simpson, accusé d'avoir tué son ex-femme et son ami. Pour ceux qui connaissent pas O.J. Simpson, c'est un footballeur américain ultra connu, en équivalent c'est un genre de Ronaldo pour nous. Toutes les preuves indiquaient qu'il était coupable, sauf que Johnny Cochran va avoir une idée pendant le procès. Sur la scène de crime, une paire de gants a été retrouvée et Johnny va les faire enfiler à O.J. En les enfilant, la paire ne va pas lui aller. Tout ça, ça va faire pencher la balance pour O.J. Simpson qui finira par être innocenté. Bref, il y a une série Netflix très cool à ce sujet qui raconte l'histoire mieux que moi. L'affaire sera plutôt simple pour Snoop Dogg. Son équipe proclame la légitime défense, tandis que de l'autre côté, ils vont dresser ça comme un meurtre de sang-froid. La plupart des témoins qu'ils ont amenés à la barre vont peu à peu perdre leur crédibilité. En plus de ça, le procureur admet que la police a détruit par erreur la majorité des preuves, dont les balles de l'arme du crime et la chemise ensanglantée de la victime. C'est donc après plusieurs mois de témoignages et de délibération que le verdict tombe. We, the jury in above entitled action, find the defendant, Calvin Brodus, not guilty of the crime of murder in the first degree. Après avoir échappé à une lourde peine de prison, Snoop commence à ranger ce personnage de gangster pour devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Avec le décès de son ami Tupac puis Biggie, Snoop réalise enfin que cette vie de gangster n'est pas faite pour lui. Maintenant père de famille, il doit avoir une vie sans danger. I learned that from my homeboy Tupac. He was a workaholic. He showed me and everybody around us how to, you know, focus in on working and being workaholics and doing what we got to do without time being a factor. Just work, work, work. L'une des choses qui va vraiment résonner sera le cas de Stanley Tookie Williams. C'est l'un des fondateurs du gang des Crips qui va se faire arrêter en 1979 pour le meurtre de 4 personnes pendant un braquage et sera condamné à mort. En prison, il se répand et devient un militant de la lutte anti-gang. Snoop proteste d'ailleurs pour sa libération. Uncle, I got this from Stanley Tookie Williams, a brother that was locked up on death row. He inspired me to want to do something positive with my life and to go touch them kids and to really be in their face and not just send an autograph or act like I was going to show up, but really come to the place and show up and touch hands with the people. He inspires me, and I know I inspire millions. So if he's inspiring me and I inspire millions, you add that up. That's over 100 million people that's inspired by what he do. Stanley finit tout de même par être exécuté en 2005. Tout ça crée d'ailleurs une sorte de bif entre Snoop et Arnold Schwarzenegger. À cette époque-là, Arnold était gouverneur de la Californie. Avec son pouvoir, il a réduit de moitié la sentence d'Esteban Nunez, condamné à 16 ans de prison pour meurtre. Tout ça parce que le père d'Esteban était le pote d'Arnold. Quand Snoop a appris ça et qu'en plus, il allait pas gracier Stanley, il a juste insulté sur les réseaux. Néanmoins, Stanley a conseillé à Snoop de sortir de cette vie de gangster et de faire le bien, ce qu'il finit par faire. Mais avant ça, il devait sortir de la prison qu'était
Death Row Records, puisqu'après la disparition de Tupac, Dr. Dre quitte le navire, ne laissant plus que Snoop Dogg dedans. Après le procès, Snoop se retrouve fauché parce qu'il ne touche aucun revenu de la vente de ses labels. Sudge enchaîne les allers-retours en prison et ne veut pas le libérer de son contrat. C'est donc là que Master P vient le sauver, en le signant chez No Limit Records, rompant ainsi son précédent contrat. Bien qu'il ait sorti 3 albums avec le label, ces années vont être des années de transition pour le rappeur. C'est à partir de ce moment-là que Snoop Dogg devient réellement un rappeur positif. Death Row, it was what it was. But it was more negative than positive, and right now I'm surrounding myself with positivity, so... Il commence à apparaître de plus en plus sur le grand écran dans différents rôles qui vont lui permettre de faire évoluer son image d'artiste. Lorsqu'il décide d'interpréter un personnage de Pimp dans sa musique, il va le faire à 200%. Depuis qu'il est petit, Snoop a toujours rêvé d'être un Mac. Il va réaliser son rêve lors d'une tournée Playboy où il va avoir une dizaine de femmes à son service. Soit il est gardé pour lui, soit il est prêté à des athlètes, tout ça en ayant l'accord de sa femme. En 2003, lors des MTV Music Awards, il va se ramener avec 2 femmes qui l'auront attaché avec des chaînes. Il ira même jusqu'à jouer ce rôle dans le film Starkey Hutch. I like your Lincoln. It's the 76, it won't be out till next year. But I know some people that rob some people. Dragon's Belly. Musicalement, la pilule ne passe pas pour Sudge, qui a perdu toutes les stars de son label, mais continue à sortir des compilations sous leur nom, alors qu'il est enfermé. I spoke with Suge Knight recently, who said he used to be a superstar and now he's just a no-limit soldier. What do you say to that? Nothing. He used to be a CEO, now he's just an inmate. Tout comme sa carrière qui a commencé, c'est avec Dr. Dre que Snoop fait à nouveau parler de lui grâce au projet 2001. Le début des années 2000 est radieux pour le rappeur qui enchaîne les hits, notamment grâce à Pharrell, mais il va aussi s'ouvrir musicalement. Il commence à collaborer avec des Katy Perry, Gorillaz et devient Tonton Snoop. It's all gotta be fun, and that's the key to me doing it, and I'm pretty sure that's the key with you, because it's like everything that we do has feel good on it, or we don't do it. Yeah. Avec l'arrivée de Wiz Khalifa sur la scène, avec qui il sort un véritable hymne, Snoop devient un ambassadeur du cannabis. Que ce soit en lançant une émission d'interview sur YouTube en étant défoncé ou bien en faisant des concours de fumettes sur scène avec Wiz, Snoop devient ce personnage sympathique aux yeux de tous. Il participe à des matchs de catch, lance une émission de cuisine avec Martha Stewart. Bref, Snoop devient ce rappeur qu'on trouve tous attachant et toujours souriant. Malgré ça, il n'oubliera jamais ses racines, notamment lorsqu'il sera le seul représentant pour Tupac lors de son introduction au Rock'n'Roll Hall of Fame. Tupac, we love you, dog. You're gonna always be right with us. We know you're gonna live forever, because legends always do. Il en fait de même avec son premier label, Death Row Records. Après avoir fait faillite dans les années 2000, le label est racheté puis transféré entre différentes entreprises, jusqu'à que Snoop le rachète, histoire de boucler la boucle. Snoop Dogg est probablement le rappeur le plus connu au monde, qui peut aujourd'hui faire de la musique pour enfants, des publicités pour des bières, ou bien jouer un rôle de gangster au cinéma. Sa longévité est tout simplement exemplaire. Merci d'avoir regardé cet épisode lié à cette légende de la musique et si vous en voulez encore, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur The Weeknd.